Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. On l'a évoqué à plusieurs reprises, France 2030, Anne vient de l'évoquer aussi, la question de l'éco-responsabilité. Donc là, on va en parler franchement, c'est le mot, Frédéric, franchement. Avec, à côté de moi, Frédéric Doumic, qui vient présenter le guide de l'animation éco-responsable, qui a été édité par EcoProd. Toi, tu es intervenue en tant que coordinatrice, tu vas nous dire exactement, mais en tant qu'experte en bilan carbone, et tu as coordonné le guide. Et puis, par ailleurs, Jean-Baptiste Pizer, qui vient de nous rejoindre, voilà, qui est CTO et directeur de la recherche et du développement chez Timto, et qui, lui, est membre du collège scientifique de pilotage du magnifique Carbulator. Ce nom est incroyable. Et tu vas nous dévoiler en exclusivité, uniquement pour vous, la V2 de ce calculateur carbone développé par Anime France et dédié à l'animation, dont Anna Mouchez, qui est par là, je pense, nous avait parlé l'année dernière. Voilà. Mais là, on est dans le concret, puisque, dans pas très longtemps, enfin, ça se profile pour 2024, voilà, la conditionnalité des aides dans l'animation arrive. Il faudra être prêt. Et on peut dire que l'animation est plutôt en avance, on va dire. J'aime à le croire, oui. En avance et sans doute un modèle un peu, et notamment ces initiatives très, très collaboratives sont peut-être uniques en Europe, enfin vous nous le direz. Ce sont deux outils dont on se dit que peut-être ils vont pouvoir faire la différence en termes de gain de temps et puis d'efficacité. Ça aussi, vous allez nous en parler. Ce sont deux outils qui sont aussi en interaction et qui vont s'enrichir l'un l'autre, on peut dire. Vous avez ensemble collaboré, et toute une équipe, mais là aussi, c'est pareil, hein, vous allez nous dire comment ça s'est fait. Donc ça va se répondre et vous avez tenu compte des impératifs des uns et des autres pour construire ces différents outils. Voilà, donc c'est un modèle de collaboration vertueux, même si les différentes personnes qui ont travaillé, par exemple, sur le Carbulator, viennent de studios vraiment concurrents, on peut le dire. Voilà. Donc, tous ces partages d'informations, etc., pour le bien de tous, en tout cas pour le bénéfice de tous, semble un beau modèle. Et on va voir maintenant, dans les faits, comment ça va se passer. Voilà. Donc, peut-être on va commencer par le guide, si tu veux bien, Frédéric. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Covin-Doumic. Je suis très contente d'être là, à domicile. J'ai eu la chance, effectivement, de février à juin dernier, de coordonner, de rédiger ce guide de l'animation éco-responsable sous la direction d'EcoProd et de la Cartouche Verte, qui sont les deux cofinanceurs principaux, je dirais, initiateurs en tout cas de ce guide, qui a été aussi financé par... Et il y a eu des apports au-delà des financements de la part d'Anime France, d'AIM et de Magellis, qui ont apporté tous leurs membres à ce projet. C'est un projet vraiment co-construit avec les membres des différents partenaires. Donc 2 mots sur EcoProd. C'est une association qui a pour mission de fédérer, de sensibiliser et d'équiper tous les acteurs de l'audiovisuel cinématographique et publicitaire français en les engageant dans des pratiques environnementales vertueuses. Ça fédère vraiment tous les acteurs, y compris, comme vous le voyez, Audience, Canal+, donc les diffuseurs, la CST, etc. Parmi les 330 adhérents actuels and growing, à cœur pratiquement d'EcoProd, il y a une trentaine d'acteurs du dessin animé, puisque dans un premier temps, EcoProd s'était surtout intéressé à la prise de vue réelle, mais c'est en train de changer, comme vous l'avez compris. Donc, dans la boîte à outils d'EcoProd, il y a le calculateur, de la prise de lapsus révélateur de la prise de vue réelle, qui s'appelle le Carbon Clap. Il y a aussi un guide de l'éco-production spécifique aux productions prise de vue réelle, des fiches et des signalétiques. Et puis, il y a ce guide de l'animation éco-responsable, qui est un peu la première incursion d'EcoProd dans le monde de l'animation, mais sûrement pas la dernière. On en a vu d'ailleurs une nouvelle
nouvelle qui est apparue tout à l'heure avec la CPNEF qui a annoncé donc que Ecoprod et la CST étaient lauréats de leur appel à certification pour une pratique éco-responsable dans son studio. Il y a également donc des labels et puis je viens d'en parler des formations et puis un guide d'ailleurs des tournages en milieu naturel. Donc maintenant je vais vous parler du guide. La méthodologie qui a prévalu à la création de ce guide, ça a été vraiment de la co-construction. Donc j'ai passé beaucoup de temps en entretien, notamment avec Jean-Baptiste à côté de moi, mais avec d'autres aussi qui sont dans la salle. Il y a beaucoup d'entre vous, et je vous en remercie encore, ont passé beaucoup de temps à m'aider à identifier les bonnes pratiques existantes dans vos studios, à aussi me poser beaucoup de questions sur ce qui pourrait être fait, et c'était un échange très, très enrichissant. On a eu aussi quelques experts qui sont intervenus et qui ont vraiment, alors là pour le coup sur la partie infrastructure, vraiment co-rédigé avec les directeurs techniques des studios cette partie infrastructure. De mon côté, je suis pas assez technique du tout pour pouvoir pour vraiment rédiger seule cette partie-là. Du coup, j'ai eu beaucoup d'aide. Et puis, bien sûr, je me suis beaucoup documentée sur des sources les plus impartiales possibles, donc des sources souvent de l'État ou d'organismes publics. Donc le guide de l'animation éco-responsable, je l'ai là dans les mains, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est le seul exemplaire qui existe en version imprimée. Voilà. Donc 60 fiches pratiques. Ah oui, pardon, avant de détailler un peu ce qu'il y a dans le guide, donc il est téléchargeable gratuitement sur le site de tous les partenaires, et notamment celui d'Ecoprod. Ça, c'est le lien vers la page Ecoprod. Et c'est un travail qui est vraiment un travail en cours, quoi. Hein, l'idée, c'est que on n'aura jamais fini, probablement, d'écrire ce guide. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, le guide, c'est 60 fiches pratiques qui sont réparties en 7 thématiques. Donc, on a vraiment voulu faire quelque chose de très opérationnel. Et vous allez voir à quoi ressemble une fiche pratique. Mais avant de vous présenter une fiche pratique, je vous explique comment sont réparties les différentes fiches. Donc, il y a 7 grandes thématiques, les bâtiments et les bureaux, pour lesquels il y a 13 fiches, parce que les bâtiments et les bureaux, c'est beaucoup de sujets, et pas seulement les bâtiments, mais aussi l'éclairage, mais aussi tout l'équipement des bureaux, le mobilier, etc. Il y a une deuxième partie qui est pas très dotée pour l'instant, mais qui a vocation à grossir, qui est la partie contenu, qui est pourtant pas la partie la moins importante et la moins impactante pour notre secteur, qui est un secteur qui finalement a un impact quand même assez réduit, mais en revanche qui peut avoir un impact très 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 important grâce à son contenu. La partie infrastructure, qui est le gros du morceau, donc c'est la partie technique, on va dire. La partie alimentation, alors ça peut peut-être vous surprendre de voir l'alimentation dans un guide de l'animation éco-responsable. Eh bien, il se trouve que l'alimentation et le législateur français a souhaité que l'alimentation soit incluse dans le bilan carbone des entreprises. Et du coup, on a décidé, dans le cadre de ce guide, de l'inclure, parce que ça nous paraît intéressant que je dirais les studios s'intéressent à ce sujet qui est inclus dans la logique des bilans carbone des entreprises pour l'État français, mais même à l'étranger. Donc c'est seulement le repas du midi qui est inclus, et puis tout ce qui est organisé bien sûr par le studio en termes d'alimentation. Les déplacements, et parmi les déplacements, il y a aussi les déplacements domicile-travail des salariés, pas seulement les déplacements professionnels, pour lesquels donc il y a 8 et 6 fiches, et 4 fiches sur les produits dérivés, la communication, et puis 8 fiches qui sont transverses sur comment se former, comment mesurer. Jean-Baptiste en reparlera. Il y a une partie qui n'est pas incluse et qui est pourtant très importante et très impactante. Hein. On sait que selon les secteurs d'activité, c'est entre 80 et 95% de l'impact qui est sur l'utilisation de ce qu'on fait, donc sur la partie diffusion en ce qui nous concerne, qui n'est pas incluse dans ce guide parce que c'était un morceau un peu trop important à avaler pour cette première version, mais Ecoprod a bien l'intention d'inclure cette dimension-là. Donc une fiche du guide, ça ressemble à ça, pardon. C'est un verbe d'action, en l'occurrence optimiser l'espace de travail. Ensuite, c'est à qui ça s'adresse en termes de studios. Est-ce que ce sont tout type de studios ou plutôt des studios 2D, des studios 3D, des petits studios, des grands studios?
Ensuite, qui, dans les studios, peut prendre en charge cette fiche? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est le directeur du studio? Est-ce que c'est les artistes, les auteurs? Est-ce que c'est les directeurs techniques? Ou est-ce que c'est tout le monde, tous les collaborateurs? Ensuite, on a des indicateurs. Donc, on a la notion de priorité écologique avec ces 3 petites feuilles. Bon, bien sûr, 3 petites feuilles, ça veut dire que c'est une grosse priorité. Difficulté de mise en œuvre, ensuite, avec 3 petits ronds. Là, pour le coup, c'est moyennement difficile à mettre en œuvre, d'optimiser l'espace de travail. Et cette difficulté de mise en œuvre résulte elle-même de 3 autres indicateurs que sont l'effort financier, l'effort organisationnel et éventuellement le gain économique. Si on optimise son espace de travail, à un moment donné, on peut avoir des gains économiques parce qu'on peut avoir moins besoin d'espace de travail, donc avoir un loyer moins élevé. Ensuite, on a le cœur de la fiche qui consiste en un constat. Bon, dans le secteur du dessin animé, par rapport à cette thématique de l'optimisation de l'espace de travail, on a bien sûr le constat que les locaux sont partiellement occupés. Et donc, on a des leviers ensuite, différents leviers, et chaque studio, chacun peut décider de s'intéresser à tous les leviers ou seulement à certains. Donc ici, on a optimisé l'occupation des locaux, en réduisant l'espace nécessaire à chaque poste, par exemple, en favorisant le télétravail. On peut aussi cloisonner les bureaux en espaces chauffables séparément. On peut varier les localisations de travail selon les saisons. On peut mutualiser les locaux. Voilà les 4 leviers possibles dans cette fiche type que j'ai choisie. On a une règle transversale, des règles transversales qui sont vraiment pratiquement communes à toutes les thématiques, qui sont il faut se former à la thématique. Ensuite, idéalement, il faut mesurer quelles sont nos émissions, quel est notre impact sur cette thématique. Ensuite, évaluer quel est le coût organisationnel, le coût financier à investir pour améliorer notre impact. Il faut évaluer les objectifs qu'on veut se donner. Et puis ensuite, il faut planifier tout cela. Et puis enfin, agir. Et puis de nouveau, évaluer finalement qu'est-ce qu'on a réussi à faire par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, un peu comme la route d'Hemming, on recommence en permanence. Une deuxième règle transversale à ce guide, ça a été d'utiliser cette règle des 5 R qui est bien connue dans le monde de l'écologie. La question première étant, est-ce qu'on peut refuser une pratique? Est-ce qu'on peut renoncer à une pratique d'abord? C'est la solution radicale, mais parfois on peut se le permettre. Donc, est-ce qu'on peut vraiment optimiser ses locaux de manière vraiment radicale et refuser certaines choses? Par exemple, décider que tout le monde soit en télétravail. Il y a certains studios qui ont pris ce genre de décision. Est-ce qu'on peut réduire ensuite? Est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut recycler? Et puis la 5e règle, est-ce qu'on peut rendre à la terre? Alors ça, c'est plus difficile dans notre secteur très numérique. Ça va pas très bien à nos secteurs. Quoique, avec les récits, on peut peut-être aider les gens à rendre à la terre. Donc, une piste pour se servir de ce guide, ça pourrait être de constituer un groupe éco-production dans vos studios, un petit groupe, pas une seule personne, parce que même s'il faut un pilote, toujours dans ce genre de projet, c'est vraiment important que ça soit réparti sur les personnes qui en ont envie, qui sont compétentes sur les sujets. Donc, constituer un groupe éventuellement sur les 7 thématiques, c'est idéal. Ensuite, customiser le guide, parce que comme vous l'avez vu, il y a des fiches qui vous concernent pas. Ensuite, organiser une séance d'évaluation où vous évaluez sur ces différentes fiches. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que grâce à Bobby Pills, on a maintenant un petit outil, un petit fichier Excel super pour faire ce travail d'évaluation fiche par fiche que EcoProd et puis d'autres vont partager dans les heures qui viennent. Ensuite, extraire un nombre de fiches qui vous convient et puis choisir les leviers, puis les planifier, etc. et faire cette fameuse route d'Hemming dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, pour changer un peu de ma présentation habituelle du guide, j'ai choisi d'être un studio ce soir. Un studio 2D qui sera installé à Bordeaux, en plein centre historique, qui aimerait faire sa prochaine prod en 3D. Donc, j'ai sorti 6 fiches que notre groupe EcoProd a sélectionnées. Et bien sûr, on va commencer par se former dans ce studio. On s'est formé, on va dire, à la fresque du climat, des ateliers d'automne, et puis aux formations CPNEF, EcoProd, et à des formations diverses et variées pour les différents référents de notre studio.
Donc la première chose qu'on va faire, ça va te plaire, Jean-Baptiste, on va faire un bilan carbone avec le Carbulator, bien sûr. Et parce que, comme je l'ai dit, la première chose, se former, la deuxième chose, mesurer. Donc on va d'abord mesurer. Et ce qui est formidable avec les outils métiers, c'est qu'en plus on peut faire ça quand même de manière vraiment assez efficace, assez rapide. On peut aller plus loin qu'un bilan carbone, comme je le disais, studio. On peut aller jusqu'à essayer de mesurer les impacts de ses diffusions. C'est plus difficile, mais déjà commencer par exemple par un premier bilan carbone. Voilà un extrait qu'il y a dans le guide de l'animation éco-responsable sur cette fiche vers un bilan carbone. Vous avez l'empreinte d'Oulala, par exemple, que je remercie vraiment parce que c'était le premier studio à avoir fait un bilan carbone et à le partager. Et j'ai beaucoup utilisé, Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, mais Jean-Baptiste Véry a suite accepté vraiment qu'on échange beaucoup sur son bilan carbone. Et comme vous le voyez, on voit ici que le bilan carbone d'Oulala, qui est de 51 tonnes, il est à 70% sur les collaborateurs. Et en l'occurrence, les collaborateurs, c'est quoi? C'est ici 36% l'alimentation et 34% les déplacements domicile-travail. Et la partie infrastructure est toute petite. Alors c'est spécifique à Oulala. Si il n'y a pas de déplacement carboné, évidemment le bilan carbone est très différent. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire que dans le guide, vous avez beaucoup de chiffres, de liens vers différents éléments qui vous permettent quand même de bien creuser le sujet. Il y a à peu près 200 liens et il y a 150 pages dans le guide. Si certains veulent le voir, d'ailleurs, après, je tiens à disposition. Dans les bâtiments, on va essayer de limiter la climatisation des bureaux, parce qu'on a des bureaux très climatisés. À Bordeaux, il fait chaud l'été. Donc on va pas pouvoir prendre le premier levier, qui est éviter la pose d'une climatisation, parce qu'on a déjà une climatisation, mais on va essayer de réduire. Donc on va pas renoncer, on va essayer de réduire. Proposer des horaires aménagés en cas de forte chaleur, utiliser des clients légers, ça c'est une très bonne idée de Timto, qui permettent donc d'éviter d'avoir dans la staff room, dans l'open space, les unités centrales qui chauffent énormément, et on les déporte donc dans cette salle climatisée. On va optimiser là aussi très fortement la ventilation des locaux, encore une très bonne idée de Timto. On va mettre en place du free cooling qu'on peut voir chez Harry en ce moment. Et puis on va, si on est dans des villes où il y a des réseaux de refroidissement urbain, c'est pas le cas partout malheureusement, se raccorder éventuellement à un réseau de refroidissement urbain plutôt que d'utiliser de la climatisation. Bon, ça a coûté très cher à Timto, 400 000 € quand même, pour les 50 mètres qui vous reliez au réseau. Ensuite, on va essayer de travailler sur notre contenu dans ce petit studio bordelais. On va agir sur les représentations. On va bien sûr d'abord avoir formé les artistes, et puis on va regarder un peu, on va faire un scan de finalement nos précédentes productions pour voir à quel point les représentations dans nos séries finalement étaient du monde d'avant, on va dire, d'un monde sans limite, un monde très très impactant, et on va essayer de faire en sorte que les représentations à l'œuvre dans nos récits soient les plus décarbonées possibles. Donc voilà, il me reste 5 minutes. Super, impeccable, ça va aller. Donc voilà l'extrait de la fiche sur les représentations. On a pas mal de liens sur ce sujet. Sur l'infrastructure studio, on va éventuellement, on travaillait beaucoup avec des pays dont on s'est rendu compte que finalement leur mix énergétique était très carboné, et donc on va relocaliser la fabrication pour nos prochaines productions dans des pays au mix énergétique le plus décarboné possible, et puis on va passer certaines étapes de fabrication en 3D sur des logiciels de 3D temps réel, parce que comme on est un studio qui a un pipe 2D pour l'instant, on va essayer finalement de se lancer dans la 3D, mais en choisissant la 3D temps réel. Donc voilà hop, j'avais mis une alarme, et là voilà, hop, pardon. Voilà une petite carte qu'il y a dans ce guide qui est issu d'Electricity Maps, qui montre l'intensité carbone de chaque pays dans les dernières 24 heures. Et on voit que la France s'en sort pas mal. Donc on pourrait peut-être travailler quand même avec la Belgique. En revanche, la Pologne, on va essayer d'éviter. Voilà. Et vous avez tous les liens dans le guide pour aller voir finalement où localiser votre production. C'est en temps réel, mais vous pouvez aussi regarder sur un temps plus long.
Vous pouvez donc on va choisir de se lancer dans la 3D temps réel, ce qui dans le guide paraît vraiment intéressant, puisqu'on voit que chez Loops ou chez Miam, on a réussi à diviser par 200 à 1000 le temps de calcul. Alors c'est uniquement le temps de calcul. Je sais qu'Anna a présenté au Satis un comparatif qui montre que au global, sur 1 kg de CO2 émis par l'ensemble du studio Miam pour la série Edmond et Louis, vous avez économisé à peu près 20% d'impact carbone en choisissant la 3D temps réel versus la 3D précalculée. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, et c'est grâce à cette étape de rendu qui est fortement diminuée. Sur l'alimentation, on va sensibiliser tous les collaborateurs à travers des fresques, à travers des fiches où on va leur donner accès aux traiteurs du coin qui sont les plus végés. On va former un référent, voilà. Sur les déplacements, on n'a pas trop de problèmes parce qu'à Bordeaux, c'est très écolo. Sur les produits dérivés, on n'en fait pas, puis on n'a pas grand-chose. L'impact communication est finalement très faible dans notre secteur. Et voilà, on a fini. Merveilleux. Le guide est déjà en ligne? Oui, le guide est en ligne depuis le MIFA, enfin depuis Annecy. Est-ce que, un petit sondage, mais comme ça, qui est allé voir déjà les fiches du guide? Ok. Qui s'en est servi réellement? Enfin, qui a essayé ou qui a mis en application déjà des choses? Ok. Parfait. Bravo. Merci, Frédéric. Carbulator? Carbulator, oui. Mais merci déjà pour cette invitation et me donner l'occasion de présenter le travail qu'on a réalisé. Donc le Carbulator. Alors c'est un projet Anime France. Alors le Carbula quoi? Effectivement, Frédéric en a parlé un petit peu de ce que c'est que le bilan carbone. Le Carbulator, c'est un outil de calcul des postes d'émissions carbone des studios et des productions d'animation. Je crois que vous avez soupé un petit peu depuis hier. Le Carbulator, c'est un projet Anime France. Alors moi, je suis Jean-Baptiste Spizère, directeur technique de Timto, mais j'interviens ici en tant que membre du collège scientifique avec mes éminents confrères Christophe Archambault de Superprod et Étienne Pêcheux de Head of TD chez Illumination. Voilà qui sont. Ici, on est les 3 studios qui avons travaillé sur la V2, là, on va dire significativement ces dernières années. Mais voilà, c'est pas tout. On est peut-être 3 studios aujourd'hui, mais c'est un travail collectif avant tout. C'est-à-dire que l'idée initiale, elle venait de... Tu as parlé d'Andelou tout à l'heure. En 2021, d'Andelou et Timto, on allait voir séparément Anime France sur un sujet qui était commun, qui était celui du bilan carbone. Alors nous, il y a Timto, on avait commencé à s'intéresser à la question il y a une dizaine d'années sur une première production. On avait mis en place des nouveaux algos qu'on voulait partager et on s'est rendu compte que seul on pouvait rien faire. C'était avec le soutien d'Anime France qu'on a réussi à lancer ça. Alors on a créé un groupe qui s'intéressait à la conception avec une demi-douzaine de studios à l'époque. C'était 2022. On a abouti à une V1 qui était vraiment... qui usurpait même le titre de V1, V03 ou V04, ça aurait été plus correct. Aujourd'hui, on est content de pouvoir dire qu'on a une version qui est vraiment utilisable, avec des spécifications qui ont été refaites. On a fait le tour avec notre petit bâton de pèlerin de l'ensemble des studios qui ont participé activement au test, pour arriver à faire des spécifications qui sont celles qui ont été mises en place dans cette fameuse V2. Et aujourd'hui, voilà, on a une dizaine de studios qui sont déjà participants à l'alpha ou à la bêta, ou alors qui ont fait des retours très significatifs sur les versions. On les remercie tous pour ça. Clairement, alors ça a été dit effectivement dans l'introduction, c'est un projet ou un sujet sur lequel il n'y a pas vraiment de concurrence. Enfin, on aime à croire qu'il n'y a pas trop de concurrence sur le sujet, on avance ensemble. Il y a des studios qui ont réussi à pousser par leur rapport industriel ce projet à un moment où le projet n'était pas visible, il n'y avait pas de communication, pas beaucoup de visibilité. Je tire mon chapeau à ces studios-là, je les remercie. Et je crois qu'on était les pires concurrents sur le marché par ailleurs, donc on a beaucoup de mérite. Le périmètre du Carbulator, c'est déjà de s'intéresser à des studios de toute taille, donc des petits, des grands, des moyens. Toute technique numérique, alors plutôt numérique parce qu'on a une spécificité en animation, c'est qu'on travaille sur en animation 3D, 2D numérique, on travaille sur des machines sur lesquelles il est assez facile de faire des calculs assez précis. Mais voilà, vous verrez que sur les problématiques de volume qui nous intéressent beaucoup, on est beaucoup moins fort. Et s'il y a des studios qui sont intéressés par le sujet par ailleurs, je serais très heureux d'en discuter avec vous tout à l'heure. On s'intéresse à tout type de format, les longs métrages, les séries, les publicités. Le projet il a un potentiel européen. La problématique elle est plus, je dis potentiel parce qu'en fait l'architecture de logiciel fait qu'on est capable de s'étendre dans le monde entier. La difficulté qu'on pourrait avoir, c'est une difficulté sur laquelle on va revenir, d'accès aux données.
Voilà, c'est assez difficile d'avoir certaines data. En France, on a l'ADEME, c'est absolument génial, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les pays. On considère qu'il y a 3 compétences qui sont requises pour remplir le Carbulator. C'est un des objectifs. C'était la compétence direction de studio, direction technique, direction de production. Alors, j'écris compétences, c'est pas forcément ces personnes-là qui sont présentes, mais on a besoin d'avoir accès aux factures d'électricité, aux factures d'eau, au nombre de personnes qui ont travaillé sur chacun des projets et à l'inventaire des machines. Et on table sur 2 à 3 heures de saisie à peu près hors collecte d'informations. Il y a un gros sujet qui est apparu assez tôt dans les spécifications, c'est la partie confidentialité, parce que le projet, on l'a voulu open source dès le début, on s'est dit voilà, on a une démarche qui est ouverte, open data, open info. Pour autant, il faut que les studios soient en mesure de rentrer des informations qui sont extrêmement stratégiques de façon confidentielle. Typiquement, le nombre de jours hommes qu'on va dépenser sur chaque département, on n'a pas tellement envie de le partager avec ses concurrents. Donc voilà, il y a une sorte de bivalence, il y a du code open source d'un côté, un algorithme qui est transparent, l'algorithme il est exposé directement sur l'application pour que voilà, il soit opposable dans une démarche d'opposabilité du système. Le paramétrage est public, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes chiffrages derrière sur le mix énergétique. Évidemment, tous les studios qui sont en France partagent le même mix énergétique et la démarche elle est opposable. Et à contrario, du coup, avec cette ouverture, en début de cette ouverture, on arrive à privatiser les données. Le site il est hébergé chez Anime France. Les accès sont complètement sécurisés avec différents accès possibles pour chacun des studios. Et voilà, les données sont anonymisées pour le support. Donc aujourd'hui, le support n'a même pas accès aux données. À partir de la V3, les données sont anonymisées pour que on puisse travailler honnêtement sur le support sans avoir accès à des données confidentielles de studio. Les différents bilans carbone possibles. Alors, tu y as fait allusion tout à l'heure, Frédéric. Effectivement, il y en a plusieurs. Il y a le bilan. Ce qu'on peut faire sur le Carbulator, c'est le bilan carbone de chaque site annualisé. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est voir comment les bilans carbone évoluent d'une année sur l'autre, parce que faire une photographie statique de ce qu'on est, c'est pas forcément intéressant si on n'est pas en mesure de comparer, de faire des projections, de changer les pratiques, en suivant le guide par exemple, pour voir comment les pratiques évoluent. On est capable de faire des bilans pour chacune des productions, donc indépendamment du planning. Et on peut faire de l'estimatif et du réel. Je vais prendre une petite gorgée d'eau de ma bouteille en plastique, excusez-moi. Que demande... Profitons, c'est parfait. Ce que demandera la conditionnalisation... Enfin, ça sera la condition pour... voilà, le CNC demandera les 2 bilans. J'arrive plus à parler, pardon. Non, merci beaucoup. Les objectifs du Carbulator, alors comme je l'ai dit, sont un petit peu internes au studio pour commencer. Ce qui est important, enfin, on l'a vu effectivement, ce que montrait Frédéric, c'est qu'il y a des ordres de grandeur qui ne sont pas intuitifs. Et effectivement, tant qu'on n'a pas pris le temps de faire son bilan carbone, on ne s'en rend pas forcément compte. Et effectivement, on peut le voir sur des rapports et on ne l'a pas mesuré soi-même, c'est un peu particulier. Ce qui est important, c'est d'identifier des leviers d'action impact réel au sein d'un studio. Donc effectivement, je rejoins complètement l'objectif de complémentarité avec le guide que tu as présenté, Frédéric. Puisqu'on a des bilans annualisés, on est capable de matérialiser la progression de chaque studio au cours de ces années. Et on souhaite identifier des postes à faible rapport entre la valeur économique et le coût carbone. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, en fait, on reste des studios, donc des entreprises. On a une problématique de positionnement sur le marché qui passe par la valeur perçue de nos productions. Il ne s'agit pas de... merci beaucoup. Je vais quand même finir l'autre. La problématique, elle est d'identifier les postes qui n'ont pas de valeur sur l'image. Typiquement, tu parlais de la climatisation tout à l'heure. C'est un poste qui ne change pas la qualité de l'image, qui ne change pas le positionnement de marché, mais sur lequel on peut effectivement avoir un impact carbone très important. Le Carbulator, il vise à repérer ces éléments-là. Par contre, il y a un sujet qui vraiment reste ouvert et voilà, il ne faut pas que le Carbulator soit utilisé pour ça aujourd'hui sans qu'on ait un petit peu réfléchi de façon consensuelle avec différents groupes de travail. C'est toutes les modalités de comparaison interstudio et interproduction à qualité différente, ça reste à définir. C'est comme si on s'amusait à mesurer la longueur de nos cheveux et puis faire une course dans cette salle. On n'a pas tous la même coupe de cheveux, voilà, ça ne veut rien dire de se mesurer là-dessus. Et ça n'a rien de personnel. Non, pas du tout, j'ai pris cet exemple, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous faire une petite démo. Le voici. Alors, merci beaucoup. Parfait. Le Carbulator. Donc là, on s'inscrit dans un studio qui s'appelle RAF. Alors, je vais créer 2 studios, 2 studios physiques, 2 établissements, un à Paris et à Angoulême pour qu'on ait des chiffres un peu différents. Et on a créé 2 productions sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. On a créé une série 3D et un film tiré de la série. On commence sur cette première page, cette page d'accueil, sur laquelle on va retrouver une sorte de dashboard avec une vision synthétique du rapport. Et donc vous allez effectivement retrouver des chiffres assez comparables à ce qu'avait fait Oulala ou dans le Loop précédemment. En fait, voilà, ça c'est la version systématisée, avec différents sites qui apparaissent au fil des années. On peut voir comment la partie site évolue et la partie production. Et pour chacun des sites, on peut voir quelle est l'évolution. Alors là, vous allez voir qu'on a un montant qui correspond à un montant absolu. Donc les unités, vous
commencez, je pense, à les connaître. C'est toujours des kilos équivalents CO2 ou des tonnes équivalents CO2 qu'on va ramener au niveau du site ou en termes de jours-hommes en termes de jours-hommes par site. On a également un rapport de production, donc là je retrouve les deux productions dont je vous parlais, Les Aventures de Raph qui est une série et Raph le film qui est un film. Donc voilà, et on peut voir qu'il y a un rapport de 1:12 à peu près. Alors les ordres de grandeur doivent correspondre à la réalité puisqu'on a pris des données réelles de production pour renseigner ce jeu de test. On a un rapport de 1/12 à la minute pour le coût carbone d'un film par rapport à une série. Voilà, c'est un ordre de grandeur qu'on peut avoir en tête qui peut ressembler aussi à une idée qu'on se fait du coût à la minute. La première chose à faire quand on est directeur technique pour remplir le carburator, c'est de renseigner l'inventaire du matériel. Alors c'est un peu laborieux à faire, mais il y a une bonne raison à ça. En fait, la raison pour laquelle on le fait, c'est que dans le bilan carbone, déjà, on tient compte des coûts d'amortissement carbone, et de façon un peu contre-intuitive, pour nous, il faut se dire qu'un serveur qui est fabriqué aujourd'hui et qu'on achète, un serveur HP, son coût de fabrication, il équivaut à 3 ans d'utilisation. Donc son coût de fabrication carbone équivaut à 3 ans d'utilisation. 3 ans, alors c'est beaucoup. Enfin, tu t'as montré une carte où la France était verte. Elle est verte à cause de l'atome ou grâce à l'atome, tellement comment on voit les choses. Effectivement, on a la chance effectivement d'avoir une énergie qui est extrêmement bas carbonée en France. Et quand les serveurs sont fabriqués dans des pays où l'énergie est très carbonée, on a un ratio qui est assez particulier. Donc voilà, vous pouvez avoir ce ratio en tête. 3 ans d'utilisation en France, ça correspond à la fabrication d'un serveur généralement en Europe de l'Est ou en Chine. Donc on va faire cet inventaire de machines. Et voilà, avec différentes options, dont une option très pratique et qui est un levier important, c'est le fait de pouvoir dire que le matériel, on l'a acheté d'occasion. Voilà, plutôt que de dire je vais l'amortir en 7 ans, je vais l'amortir en 7 ans après 3 ans d'amortissement préalable. Ça c'est intéressant d'une façon générale, vous allez voir que c'est un des leviers. Je ne rentre pas dans tous les détails. Une fois qu'on a fait l'inventaire des différentes machines, on va faire des configurations matérielles. Alors les configurations matérielles, typiquement, c'est des settings de poste qui correspondent à ce que vous avez chez vous pour un infographiste donné. Donc il va avoir par exemple 2 écrans, une workstation. Il va avoir, alors s'il est en télétravail, on peut très bien imaginer qu'il ait 2 écrans à la maison, un poste de travail à la maison et un poste de travail au travail. Voilà, on est capable de faire des settings de cette façon pour que ensuite, quand il s'agira de lotir cette machine sur un groupe de travail ou sur un département, on sera capable de mesurer exactement les facteurs d'émission sur l'usage à la maison, l'usage au travail, l'usage en salle serveur. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le système est complètement sécurisé et pour autant on peut avoir différents utilisateurs qui renseignent le même bilan carbone. Donc là j'ai Sixtine avec nous qui a participé au développement de la V2. Une fois que j'ai fait le travail sur le studio, on va s'intéresser au site. Alors là, comme je l'ai dit, j'ai 2 sites, un site à Paris et un site à Angoulême. Et voilà, vous avez déjà, alors je sais pas si voilà, vous voyez déjà qu'il y a 160 tonnes de carbone qui sont dépensées sur le site par an. Donc c'est un calcul qui est fait automatiquement à partir des inputs que je vais avoir en dessous. Je l'ai dit, on peut rentrer typiquement de n'importe quel pays d'Europe dans la mesure où on a les données. Là, j'ai mis les sites en France. Et on va avoir un bilan carbone annualisé. Donc pour chacun des bilans carbone, vous allez avoir un petit camembert comme ça qui va vous lister les différents postes d'émission. Et pour voilà, je parlais tout à l'heure de prendre la mesure. Tu parlais tout à l'heure des repas. Effectivement, il joue un rôle assez important. Voilà, repas, c'est un poste important. On verra tout à l'heure comment on peut agir dessus. Enfin, je sais comment on peut agir, en l'occurrence en suivant tes recommandations, mais on peut voir comment tenir compte dans les mesures. On va renseigner pour chacun des sites les consommations des données. Alors, combien de temps en moyenne les gens passent sur YouTube, typiquement, voilà, on va mettre 2 heures, 1 heure, etc. Combien de temps en moyenne les gens écoutent de la musique. C'est des postes qui ont des coûts carbone. Combien de ramettes de papier on utilise. On va s'intéresser aux consommations d'énergie. Alors ça c'est assez facile, on prend les factures d'énergie à la fin de l'année et puis on renseigne les kilowatts heures de consommation électrique. On a également les kilowatts de chaud pour la partie chauffage et le système de chauffage qu'on utilise. Donc là je me suis mis sur Paris où on a accès à un réseau de chaleur à Paris qui est assez intéressant parce qu'il fait de la récupération de chaleur de combustion de déchets ménagers, mais toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir ce système-là en place. On rajoute la consommation annuelle, donc on va préciser aussi quels sont les systèmes de refroidissement. Si on utilise, voilà pareil, là, on a mis un réseau de froid, mais on a différents systèmes qui sont en place, et combien de kilowattheures d'énergie ont été consommés sur de la production de froid. En plus de ça, on précise ça pour la salle serveur, donc voilà. Et ensuite, on a une petite question RH qui va s'intéresser au nombre d'ETP qu'on a dépensé dans l'année, donc le nombre de personnes qui ont travaillé dans le studio. Et on va différencier. Alors, on peut différencier les intermittents des permanents si on considère que les intermittents travaillent sur les projets, les permanents ne travaillent pas sur les projets, pour pouvoir faire un coût au projet. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, tout ce que je vous explique là, en fait, ça a été documenté. Donc, à chaque fois que je clique sur un petit champ, je vais avoir une aide en ligne qui a été rédigée par nos amis d'Illumination, qui va suivre le parcours utilisateur pour que voilà, l'utilisateur soit guidé pas à pas.
Voilà, c'est un des gros enseignements de la V03 dont je parlais tout à l'heure, qui était vraiment une version préhistorique de ce que vous avez là en termes d'ergonomie. Une fois qu'on a rempli ces différents postes, on va s'intéresser aux voyages. Je crois que tu en parlais tout à l'heure aussi, les voyages. Enfin voilà, prendre l'avion, ça pèse très lourd dans le bilan carbone. Les voyages en train également. Et on va s'intéresser alors au voyage, à la commutation, donc le transport domicile-travail dont on parlait tout à l'heure, sur lequel il y a différents modes. On peut rajouter alors soit on peut profiter du petit sondage que SuperProd a mis à disposition pour qu'on puisse donc cliquer sur le lien ici, récupérer le sondage pour pouvoir faire un petit sondage dans notre studio. Définir ensuite la moyenne à laquelle on arrive. Voilà, on dit combien de kilomètres ont été faits en métro cette semaine, en vélo, en automobile, etc. Pour chacun des postes, du coup, on va calculer via le coût carbone du kilomètre, un bilan carbone du jour homme typique du projet. Ce qui a été fait ici, c'est un petit peu la même mécanique que vous allez trouver en termes de régime alimentaire. Et voilà, donc là, j'ai généré une sorte de moyenne en disant qu'une personne faisait un repas à base de bœuf, de végétalien, végétarien et un poulet sur la semaine. Voilà, donc ce faisant, j'ai défini quel était l'usage type d'une personne qui travaille sur le projet, sur ce site. Et ce travail, il est fait donc chaque année sur chacun des sites. Voilà, donc je vais juste revenir. Voilà, vous avez les sites qui peuvent être comparés les uns par rapport aux autres, l'évolution dans l'année. Vous voyez comment les postes peuvent évoluer en fonction des données que vous allez rentrer. Alors, quand on a fait ça, on a quasiment tout fait, c'est-à-dire qu'on a déjà pris en compte toutes les entrées. On a pris toutes les factures, on a regardé comment les gens sont venus sur le travail, voilà, qui a fourni les électrons, qui a fourni le chaud, qui a fourni le froid. Mais on n'a pas encore la perspective de production. Alors je dis perspective parce qu'en fait c'est les mêmes données qui sont représentées d'une autre façon, parce que finalement les gens qui viennent travailler sur les différents sites, ils travaillent en réalité sur une production. Donc en fait on a un autre module qui est à côté, voilà, le module production, dans lequel on va représenter les données de l'autre façon. C'est juste un changement de dimension, changement de perspective. Toutes les données qu'on a retrouvées sur les sites, on va les faire basculer pour les représenter sur des productions. Donc les productions, on les définit avec des entrées qui sont assez naturelles. En tout cas, on essaie d'utiliser une approche très métier. C'est de mettre en place voilà, une définition du format. Il y a différents formats possibles. Quand c'est une série, en nombre d'épisodes, la durée des épisodes, date de début, date de fin. On va éventuellement allouer les voyages qui ont été faits spécifiquement sur le projet, donc en avion et en train principalement. Et ensuite, on va créer les différents départements. Alors, les départements, on appelle ça des groupes chez nous parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Ça va être un nombre de jours hommes qui a été dépensé sur un site avec un profil de machine. Donc, typiquement, c'est des données qu'on arrive assez facilement à voir avec des outils de suivi de production. On sait qu'on a dépensé 1200 personnes. Donc là, je vais prendre cet exemple-là. On a voilà 3600 jours hommes qui ont été dépensés sur le projet, sur le département compositing. Alors, c'est un gros département compositing sur la configuration de machine qu'on a créée qui s'appelle station graphiste télétravail. Donc voilà, avec des jours qui ont été dépensés là-dessus. Après, il y a des petites astuces, des petits artifices un peu smart pour faire gagner du temps à la personne qui va remplir le formulaire. On peut définir quel est le type de planning, par exemple, pour pas être obligé de faire l'imputation à l'année. Voilà, et on va faire ça sur chacun des projets. Et ce faisant, on va obtenir un petit graphe qui va nous lister pour chacun des départements où est-ce qu'on va retrouver le plus de coût carbone. Alors, j'ai montré ça pour des jours hommes à l'instant qui s'adressent à des personnes, et on peut faire la même chose pour les machines. Donc, les machines se comportent un petit peu différemment. Elles travaillent 24/7, elles mangent pas de bœuf, mais elles consomment de l'électricité. Elles ont besoin d'être refroidies. Donc, c'est un petit peu différent l'approche de calcul est un peu différente. Et là, on va simplement renseigner pour chacun des groupes de machines combien d'heures de calcul on a eu sur ce groupe de machines, quel est le profil de machine, etc. Et le type de planning qu'on va avoir. Jean-Baptiste, si tu veux qu'on ait le temps de prendre quelques questions, oui. Il te reste 3 minutes. C'est parfait, 3 minutes, c'est parfait. Et hop là. Voilà, j'ai fini. Voilà, vous avez fait un tour. J'ai fait un tour de la démo et il me reste 3 slides juste pour présenter les prochaines étapes. Alors la question du bilan carbone des carburateurs, c'est une question qui est malheureusement assez récente. Enfin, heureusement qu'on s'y intéresse, mais c'était regrettable qu'on s'y soit pas intéressé il y a 10 ans. Du coup, il y a toute une question de positionnement à faire et je pense que la première mission du carburateur, ça va être de trouver sa place dans la carte des parties prenantes. On réfléchit à des validations méthodologiques auprès de l'ADEME. Il faut qu'il y ait une adoption par les studios. Alors tous les studios pour l'instant avec lesquels on a travaillé sont très motivés, c'est très chouette. Enfin voilà, c'est un outil sur lequel il y a beaucoup d'intérêt actuellement et on trouve ça absolument génial. Éventuellement une certification sectorielle avec le CNC, donc ça c'est encore des discussions qu'il faut qu'on ait avec l'ANIM France. Et voilà, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte que nos petits cousins du jeu vidéo, ils avaient un outil qui ressemblait beaucoup, qui s'appelle Gyros, sur lequel ils ont eu les mêmes problématiques que nous de réflexion scientifique, de savoir quoi prendre en compte dans le calcul, etc. Et on commence à parler avec eux. C'est aussi Frédéric qui nous a mis en rapport avec
une personne chez eux qui a accès à des bases de données de machines, qui est un des sujets, peut-être que Christophe aura le temps d'en parler tout à l'heure, un des sujets sur lesquels on a beaucoup de recherches à faire encore. Alors les prochaines étapes, on rentre maintenant dans une phase d'exploitation par Anime France. Il y a, alors je l'ai dit, enfin ou peut-être pas, c'était pas clair, mais c'est les développeurs de Timto qui ont fait le travail jusqu'à maintenant, et on a mis en place une transition pour alors identifier un prestataire qui n'est pas identifié encore, pour que ce soit voilà un prestataire tiers, directement un prestataire pour Anime France, qui travaille sur le projet pour la suite. On va conserver le collège scientifique pour faire des spécifications, et du coup, à propos de spécifications précisément, ce qui va venir dans la V3, donc on a fait le tour des demandes des utilisateurs, alors c'est à mettre à jour évidemment, mais il y a un gros point, c'est la gestion des coproductions qu'il faut gérer, la publication et export des rapports, donc voilà, c'est l'ouverture de l'API pour qu'on puisse plugger un ShotGrid ou un Overmind ou n'importe quel outil selon ce que vous utilisez chez vous pour pouvoir faire du remplissage automatique. La gestion des déchets pour l'instant qui est Scope 3, on l'a pas trop intégré, et justement on serait intéressé d'avoir dans le pool de bêta test un studio qui fait du volume pour aborder cette question sur des problèmes, voilà, enfin, c'est des politiques que je connais pas du tout et je pense qu'on connaît pas au niveau du collège, on serait ravi d'avoir des infos là-dessus. Et puis aussi un mode import Excel, etc. Donc voilà pour les features, et au niveau de la data, il y a une grosse consolidation à faire, c'est bon, récupérer des infos au niveau européen, et voilà, et parler un petit peu des difficultés qu'on peut avoir sur des spécifications très pointues, quel est le coût carbone d'un serveur avec cette configuration-là, etc. On n'est pas très en mesure de le faire actuellement. Donc on est obligé de procéder à des simplifications. Si vous voulez rejoindre la bêta de la V2, vous faites un petit mail à support@carbulator.fr pour faire du bêta test, la remontée de bugs, demande de features pour la V3. Voilà, pour l'instant, c'est Sixtine Pira qui est chef de projet sur la V2 qui va finir sa mission encore cette année jusqu'à janvier pour gérer les interactions avec vous et avec les développeurs qui sont en train de livrer, de faire du dernier bug fixe par rapport à ça. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à une plénière, donc chaque mardi matin de 9h30 à 12h là depuis un mois. Donc je sais qu'il y a Circus, TAT, Caribara qui était là. Vous avez accès à du support pour un échange, faire un retour. Alors c'est vraiment un retour interactif, donc c'est un peu engageant. Ne le faites pas si vous n'avez pas de temps à y consacrer. Faites-le si effectivement vous êtes prêt à payer un peu de votre temps pour faire avancer la cause commune, on va dire. Et dans ce cas-là, effectivement, voilà, vous aurez un échange avec Sixtine ce mardi matin. Voilà, et ben je crois que j'ai fini. Je veux juste remercier très sincèrement Anime France d'avoir cru en ce projet il y a 2-3 ans quand on est allé les voir. Je sais pas Stéphane si tu es là, ou je voulais remercier Anne-Sara aussi, là, malheureusement elle est pas là. En tout cas on vous remercie très chaleureusement, et on voulait remercier voilà, nos dirigeants respectifs au collège qui ont par leurs apports industriels, ils ont rendu le projet possible à un moment où il n'avait pas beaucoup de visibilité, et je pense que voilà, encore une fois c'est ça qui fait avancer l'industrie, me semble-t-il. Merci. C'est un travail considérable. Bah, les deux projets qu'on a montrés, je pense. C'est un travail considérable. Ah, merci. Ok. Là-haut, une question en haut à droite. Bonjour Luc Pourrinet, Artefix. Est-ce qu'une école a déjà testé le Carbulator, à votre connaissance, et on ne serait pas contre le tester? Pas ma connaissance. Je suis assez sûr que non, à moins qu'une école lève la main pour se signaler. Je ne l'ai pas vu dans la liste des utilisateurs, mais du coup, si vous êtes volontaire, avec grand plaisir. Voilà, je vais remettre tout à l'heure le slide, voilà, support@carbulator.com, et vous prendrez en contact, et ce sera avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Une autre question. Alors, je vois Anna qui lève la main. Ah ben voilà. Merci. Je t'en prie. Moi, je prends la parole au nom d'Anime France, puisque je suis membre du conseil d'administration. Et je voulais justement en profiter pour remercier chaleureusement Jean-Baptiste, Étienne, Christophe, et eux principalement, et puis aussi les studios qui ont participé à l'élaboration de cette V2. Vous avez fait un travail formidable, et on est extrêmement redevable de votre temps et de votre contribution engagée. Donc merci beaucoup. Jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, tu l'as dit JB, depuis 2021, c'est beaucoup les studios qui ont contribué. Avec le lancement de cette V2 aujourd'hui, si je ne m'abuse, avec Anime France, on se dit que c'est le bon moment pour recruter quelqu'un qui puisse justement faire le lien avec Sixtine et devenir le point de contact des studios en 2024. Et donc on a choisi de collaborer avec Frédéric, ici présente, puisqu'au vu de son expérience et de sa bonne connaissance de la filière, elle pourra répondre aux questions et surtout recueillir les retours d'expérience, puisque comme tu le disais JB, l'idée c'est d'aboutir à une V3 en 2024, et donc elle sera très concrètement nourrie par tous ces retours d'expérience. Voilà, et puis finir par dire... Félicitations pour cette nomination. Merci. Tu étais au courant? Je suis ravie.
c'est formidable parce que ça converge tout ça. Merci beaucoup, Anna. Et merci à tous. Merci à toi. Cette confiance. Merci encore à tous Merci les à deux. vous, merci Et pour bravo. cette monde. Bravo à tous.